qui sont présentement en ligne ou bien qui sont vraiment, qui suivent de façon assidue vos diffusions sur les différentes plateformes. En fait, quand on m'a demandé il y a quelques jours de faire l'introduction de cette activité, qui s'intitule bien sûr y a-t-il un problème de communication entre chercheurs au Mali? Quelle solution? Je me suis proposé en fait de faire juste une petite introduction pour qu'on puisse s'entendre. Y a-t-il un problème de communication? Mardo, tu peux peut-être fermer les micros de ceux qui ne parlent pas. D'accord, professeur, j'essaie de les fermer. C'est ça, donc j'ai décidé de faire juste plutôt une introduction pour qu'on s'entende en fait sur la principale thématique en fait que nous allons aborder aujourd'hui à travers les panélistes et puis en échangeant avec les différentes personnes présentes. Donc ce que j'ai fait en réalité, c'est de regarder un peu deux mots-clés de notre sujet qu'on va aborder aujourd'hui, dont l'un c'est chercheur et le deuxième c'est communication, parce que la thématique de notre activité c'est y a-t-il un problème de communication entre chercheurs au Mali, quelle solution? Donc première chose d'abord sur laquelle il va falloir qu'on s'entende, c'est d'abord même la définition d'un chercheur. Donc si on regarde de façon très claire là, ou de façon très simple, en fait on peut dire qu'un chercheur c'est quelqu'un qui cherche. Un chercheur c'est quelqu'un qui cherche. Malheureusement, on va se rendre compte que cette définition quand même est assez large. Est assez large parce que il y a quand même des gens qui cherchent d'autres choses. Juste pour blaguer un peu, je sais qu'il y a des gens qui cherchent de l'or, mais je ne pense pas que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc moi, dans ma compréhension, je peux dire que un chercheur, d'abord, c'est quelqu'un qui consacre une bonne partie de son temps à la recherche scientifique. Donc, quelqu'un qui consacre une bonne partie de son temps à la recherche scientifique. Ces chercheurs-là, dans ma compréhension, peuvent être des enseignants-chercheurs dans le contexte malien. On a beaucoup d'universitaires, on a des professeurs d'université qui sont des enseignants-chercheurs, donc qui font de la recherche. Hein? Et venez ajouter là. Il est accepté. Accepter le code de loi. Il faut fermer les micros de ceux qui parlent pas, sinon. D'accord, professeur. En fait, ce sont les personnes qui se connectent, qui viennent à peine de se connecter là. Est-ce qu'il n'y a pas une option qui permet de couper les micros à l'entrée? Je pense qu'il y a une option qui permet de couper tous les micros à l'entrée, non? Ok, c'est pas grave. D'accord. C'est ça. Donc, j'ai dit que on a des enseignants-chercheurs au Mali. Donc, c'est des gens qui enseignent, mais en plus de l'enseignement, ils font de la recherche. Donc, je mets ça dans la catégorie chercheurs. En dehors de ça, il y a certainement aussi des gens qui, selon leur profession, même font de la recherche. Je peux prendre, par exemple, je ne sais pas, des gens qui n'enseignent pas peut-être, mais qui font de la recherche dans le contexte malien. Ça peut être peut-être des gens qui sont, par exemple, à l'Institut d'économie rurale, à l'IR, par exemple, qui font beaucoup d'activités de recherche. Ça peut être des gens qui font peut-être un travail de postdoc, par exemple, des jeunes qui ont, par exemple, fini leur thèse, par exemple, qui travaillent avec des chercheurs chevronnés qui font de la recherche. Ça peut être aussi même des gens qui font de la recherche dans des institutions de recherche et développement, dans des centres de recherche, par exemple. Comme on le sait, la recherche, quand même, c'est quelque chose qui est très important. Quel que soit le secteur, on peut être dans une situation où on doit faire de la recherche, ne serait-ce que pour maintenir les performances de ce que nous faisons. Par exemple, aujourd'hui, toutes les grandes compagnies qui produisent ou bien qui présentent des produits sur le marché ont certainement des centres de recherche. Et ces centres de recherche-là, qu'est-ce qu'ils font en général? C'est pour appuyer la production, c'est pour appuyer ce que l'entreprise offre comme équipement, comme service, pour être toujours au top de la concurrence.
donc pour maintenir la qualité des produits. Donc la recherche, vraiment, on voit que quand même ça peut être important de différentes façons. Donc tout ceci-là, je les mets vraiment dans la catégorie chercheur de façon générale. J'ai aussi dit que un chercheur, c'est quelqu'un qui consacre une bonne partie de son temps dans l'affaire de la recherche scientifique. Qu'est-ce que j'entends par recherche scientifique? Pour moi, la recherche scientifique, c'est en fait une démarche rationnelle qui permet d'examiner des phénomènes. Donc, en faisant la recherche, on va examiner des phénomènes. On va chercher à résoudre des problèmes et d'obtenir des réponses précises à partir de certaines investigations. Et donc, qui dit recherche doit parler aussi de recherche, de solutions à travers des investigations. C'est ce qui va distinguer en fait la recherche je dirais du hasard. Quand je dis, par exemple, je ne sais pas, pour simplifier les choses, 5 plus 5 égale à 10, ben 5 plus 5, ça peut être peut-être égal à 10.5, ça peut être égal à 9.5, mais si 5 plus 5, d'un coup, ça devient égal à 5, 5 plus 5, d'un coup, ça devient 15, ça devient du hasard. Donc là, on sort totalement de ce qui est recherche. Donc la recherche, vraiment, on propose une démarche qui est rationnelle, on examine des phénomènes, on essaie de résoudre un problème et finalement, à partir de ces investigations, et ces investigations peuvent être des études théoriques, ça peut être des études à partir d'outils informatiques qu'on va faire de la simulation, ça peut être aussi même de l'expérimental, en essayant de valider un certain nombre de choses expérimentalement. Donc, c'est ce que j'appelle aussi recherche scientifique, qui est en fait, c'est à quoi se consacre très souvent un chercheur. Maintenant, quand on fait de la recherche, ben, l'objectif, à un moment donné, c'est quand même de produire des résultats. Ces résultats-là sont nécessaires non seulement pour valoriser ce que nous faisons en tant que chercheurs, mais aussi pour rendre service à la société, pour rendre service à la communauté. Parce que très souvent, si on regarde les chercheurs en général, on est financé par quoi? On est financé soit par des fonds publics, soit par des fonds privés. Donc, qui dit fonds privés, d'abord, c'est d'abord des résultats, parce que les gens ne vont pas mettre leur argent pour appuyer de la recherche s'ils pensent qu'il n'y a pas de résultats. Autre aspect, c'est les fonds publics, qui sont des fonds très souvent qui sont des fonds des gouvernements qui viennent de nos impôts et de nos taxes. Et là encore, ben, il va falloir montrer que ce qu'on fait est utile à la société. Donc, c'est pourquoi, à mon avis, l'aspect communication peut être très, très important de ce côté-là. Donc, le chercheur travaille, il produit et sa production doit être présentée quelque part. C'est quelque part-là peut être à la communauté scientifique, ça peut être aussi au public d'une certaine façon. Donc, c'est pourquoi la communication, à mon avis, devient quelque chose qui est très, très important pour le chercheur en tant que tel. Maintenant, quand on regarde cette communication-là, à mon avis, on peut avoir deux types de communication. Il peut y avoir la communication orale, il peut y avoir aussi la communication écrite. Très souvent, les chercheurs vont publier dans des conférences scientifiques, ils vont publier dans des revues scientifiques, mais pour moi, ça, c'est des communications entre pairs, c'est des communications entre spécialistes. Mais en dehors de ça, il va falloir aussi faire des communications type destinées au grand public, tel que ce que vous faites au niveau de GSTM, qui est aussi de la communication, mais une communication qui est adaptée aux lecteurs, à ceux qui écoutent, dans des verbes beaucoup plus simples, beaucoup plus compréhensibles pour le commun des mortels, qui est souvent différent de la communication entre chercheurs, quand même, qui est souvent une communication de haut niveau, une communication avec des termes souvent techniques qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc là, la communication devient, à mon avis, importante parce que c'est cette communication aussi qui permettra de diffuser le savoir scientifique, soit entre chercheurs, soit entre le chercheur et le public de façon générale. Donc, d'où l'importance de la communication que fait le chercheur, que font les chercheurs en général. Autre chose aussi, vraiment, sur lequel je voulais attirer notre attention, c'est le fait que quand on fait ces communications-là, j'ai dit qu'il y a deux types, l'oral et l'écrit, mais il faut aussi se rendre compte que ces communications, quand nous les faisons, par exemple, là, de façon écrite, dans des revues ou bien dans des conférences,
ben, il y a d'autres volets aussi qui peuvent se joindre à ça. Ces volets-là, ça peut être, je ne sais pas si on prend par exemple dans le cas du MSAS, ben, on reçoit chaque année des publications. Ces publications sont évaluées par les pairs pour s'assurer de la qualité, pour valider ce que le chercheur propose comme résultat. Mais en dehors de ça, il peut y avoir une partie aussi communication même orale liée à ça, parce que très souvent, une fois que les papiers sont évalués, les gens viennent physiquement aussi présenter de façon orale devant un public, devant les pairs, devant une communauté intéressée, les résultats de leur publication. Donc, d'où l'importance de cette partie communication-là, qui est aussi quand même assez important pour moi dans nos façons de faire en tant que chercheur en général. Maintenant, par rapport à la question qui nous réunit, ben, y a-t-il un problème de communication entre chercheurs? Je pense que je vais plutôt laisser le débat ouvert, tout en donnant à un moment donné mon point de vue par rapport à cette question que JSM a voulu nous apporter aujourd'hui comme thématique principale de discussion là. Donc, c'est ce que je voulais donner d'abord comme mot d'introduction, en attendant une première réaction des copanélistes ou bien même du public, ou bien Mardoché, comment vous voulez qu'on fonctionne. Merci, professeur. Bien avant de prendre les avis du public, nous allons demander aux copanélistes, notamment au professeur Amadou Babana, recueillir un commentaire du professeur Amadou Babana et ensuite un autre commentaire du professeur Amadou Koné, avant que je pose les différentes questions. Donc, professeur Amadou Babana. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier le public qui est venu en grand nombre pour assister à à ce qu'on a à dire. Et je remercie également le GSTM pour nous avoir invités et pour avoir choisi un thème si important pour nous que nous disons chercheurs ici, parce que c'est un problème en tout cas très important à mon avis. Et c'est sûr que ça explique qu'il y a un si grand nombre de personnes qui participent à ce panel. Je remercie également mes copanélistes, le professeur Doumbia et le professeur Amadou Koné. Le professeur Doumbia est un grand spécialiste de ces recherches. Et je le sais depuis longtemps. Et je sais qu'il va beaucoup nous aider dans ce truc parce que c'est quand même un thème très, très intéressant, la communication. Et je pense que c'est bien choisi parce que pour moi, à mon avis, je ne veux pas rentrer directement dans le détail, mais il manque beaucoup de communication dans la recherche ici. Communication d'abord, comme le professeur l'a dit, des résultats de recherche, communication entre les chercheurs, communication entre les chercheurs et l'administration. Vraiment, il y a beaucoup qui manque. Et je pense que c'est un bon thème et je vais, en tout cas, je pense que le professeur a tout dit et je vais m'arrêter là pour attendre les questions et les trucs parce que si je me lance déjà là-dedans, ça peut créer des problèmes. En tout cas, je vous remercie, je remercie tout le monde et vous remets le micro pour continuer. Merci. Merci beaucoup, professeur Amadou Babana. Je crois que vous avez donné, vous avez fait une très belle ouverture. Mamadou Labine. Problème de communication entre chercheurs et l'administration. On n'avait pas vu cet angle-là. Je crois qu'on pourra mieux débattre sur cet angle-là également. Je vais, je ne sais pas, donner la parole au professeur Amadou Koné pour recueillir son commentaire sur la présentation qui a été faite par le professeur Amadou Labine. Ok, bonjour, bonjour, merci beaucoup Boli de nous avoir donné cette opportunité en tout cas de chatter, on va dire, de discuter autour de ce sujet-là. Et avec mes copanélistes, moi je suis vraiment
je me sens tout petit hein, à côté du professeur Doumbia, professeur Bawana. Ils sont mes maîtres que je respecte beaucoup. Et j'ai beaucoup d'estime à leur égard. En tout cas, merci beaucoup. Et merci aussi à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés pour animer cet échange-là, en tout cas qui à coup sûr va être très enrichissant pour nous tous. Même si peut-être que en tout cas, la question nous a été posée pour nous donner pour que nous donnions notre avis par rapport au sujet. Mais étant entendu que, en tout cas, vu l'éminence, je vois professeur Araman Traoré, je vois professeur Akori, je vois beaucoup de professeurs connectés. Et je pense que ce sera vraiment un cercle, en tout cas un grain scientifique, je pense qu'il sera enrichissant à tout point de vue. Alors, donc, merci beaucoup à professeur Mamadou Doumia de planter les décors. Voilà, donc je pense que la discussion même, donc il y a deux volets en fait, hein, le volet analyse au état des lieux, quelle est la problématique des statués, et aussi l'autre volet, c'est vraiment quelles sont les pistes de solutions. D'accord. Apparemment, on n'entend plus le professeur Mamadou Koné. OK. Alors, professeur Mamadou Lamine Doumbia, une fois de plus, encore merci pour cette petite présentation, introduction. Je vais tout de suite poser quelques questions. C'est le micro qui s'éteint automatiquement? Non. Ah, sinon je n'avais pas. Je ne sais pas quel était le problème. Allez-y, professeur. Allez-y. Ah, ouais. OK. Ah, donc, du coup, je ne sais pas si. Donc, est-ce que c'est la question où est-ce qu'on donne d'abord une première analyse d'abord de comment. Quels sont les. En tout cas, ce que nous pensons, par exemple, comme source de difficultés de communication entre les chercheurs. Et le professeur Babana l'a dit à juste titre, entre les chercheurs et l'administration, et aussi entre les chercheurs et avec les institutions de financement comme les bailleurs potentiels. Tout ça, ce sont vraiment un ensemble d'angles sur lesquels nous pouvons tirer ces problèmes de communication-là. Maintenant, je vais juste citer quelques problèmes. Ou peut-être que je vais attendre d'abord que... je vais résumer quelques idées par rapport à ce que je pense comme source de problèmes de communication entre les chercheurs maliens, par exemple, dans un contexte malien, très, très spécifiquement. Amadou, allez-y, là. Amadou, allez-y. Je pense que ça permettra d'ouvrir les débats. Oui, professeur Amadou Koné. OK. Voilà, effectivement, c'est ce que j'allais dire parce que c'était la prochaine étape, recueillir les différentes analyses que vous faites sur la situation. Je dirais communication entre chercheurs au Mali. Voilà, allez-y. OK, donc par rapport à vraiment un état de lieu, difficulté de communication entre chercheurs au Mali, je pense que un des aspects, c'est peut-être une ancienne mauvaise expérience. Par exemple, on a quelqu'un qui est qualifié dans son domaine, il a communiqué avec des gens qui lui ont trahi, soit en publiant frauduleusement, en tout cas, leurs résultats, soit en les court-circuitant, soit en tout cas, l'expérience s'est mal passée. Et donc là, ça fait que la personne est réticente et du coup, se réserve de communiquer avec d'autres chercheurs qui pourraient être beaucoup plus sincères, et c'est une des difficultés. Une autre difficulté que j'ai identifiée, c'est aussi, souvent, au Mali, ici, on n'est pas à l'abri qu'il y a deux personnes qui ont des différends entre eux. Maintenant, toutes les équipes qui suivent ces deux personnes-là, c'est des équipes, je dis les assistants, les équipes vont se méfier les unes des autres. Donc, ça, c'est très marqué. On a deux professeurs qui ont eu un différend dans le passé. Maintenant, l'assistant du professeur A se méfie beaucoup de tous les assistants du professeur B et vice-versa. Donc là aussi, même s'ils ont des compétences qui peuvent se mutualiser pour aller de l'avant, ils sont très réservés, ils se méfient les uns des autres. Ça fait que ça rend difficile cette communication-là. On a aussi également un manque de confiance mutuelle. Donc, même s'il n'y a pas un problème, même s'il n'y a pas un antécédent, mais peut-être que le fait qu'on ne se connaît pas assez, donc on vient des fois avec un a priori négatif. On se méfie donc de faire l'étalage de nos idées par peur que l'autre ne nous pique nos idées ou par peur qu'il utilise à notre détriment. Donc là aussi, c'est une des difficultés que j'ai identifiées dans notre environnement. On a également
ça c'est vraiment très spécifique au contexte malien, parce que bon, je lis ça au problème de salaire, au problème de valorisation même des chercheurs, des anciens chercheurs, des professeurs. Les salaires étaient bas, donc les compétences se vendaient. Celui qui était compétent et excellent dans un domaine, donc il était sollicité dans les consultations ici et là, ce qui fait que toute concurrence, et il était dans un protectionnisme en fait. Du coup, il rendait difficile la collaboration, la communication avec d'autres, parce que bon, pour lui, en tout cas dans son subconscient, quand même, il s'est créé une concurrence, par exemple, qui peut lui prendre une part des privilèges qu'il peut prétendre. Donc là aussi, c'est un aspect de nature à rendre difficile la communication entre les chercheurs au Mali. Mais c'est lié, moi je pense que c'est lié au salaire, mais je pense que depuis quelques années, les choses s'améliorent par rapport à cela. Également, un manque de financement. Donc, par exemple, quelqu'un dans une équipe a des idées ou une autre, en tout cas, s'il n'a pas de financement pour tirer en tout cas, explorer une idée en profondeur en menant une recherche scientifique de qualité, donc il peut être réservé parce qu'il n'a pas de financement pour ouvrir. Donc là, même s'il y a d'autres équipes qui veulent communiquer avec nous, qui veulent collaborer sur des aspects, le fait que lui n'a pas de financement, il se réserve parce qu'il a peur que, bon, si l'autre arrive à avoir des financements, il peut lui piquer l'idée, etc. Donc, une des difficultés aussi, c'est les difficultés d'accès aux TIC. Par exemple, même si on veut communiquer, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que celui qui n'a pas un accès à Internet, celui qui n'a pas aussi, en tout cas, qui n'est pas connecté, donc il y aura bien sûr des difficultés à communiquer avec les autres chercheurs, même s'ils ont la volonté. On n'est plus dans le passé. Aujourd'hui, clairement, il faut être connecté et pour pouvoir communiquer. Bon, pour ça, Babana a dit avec l'administration qui n'arrive pas à comprendre ce que les chercheurs font, en fait. Donc, les chercheurs, ils sont dans leur une sorte de bulle. Hein. Ils n'ont pas souvent les résultats qu'ils produisent, les quantités énormes de savoir qu'ils produisent. L'administration, les ministères de tutelle ne comprennent pas souvent, en tout cas, n'arrivent pas à traduire ça dans les pistes, dans les améliorations politiques, dans les décisions politiques pour améliorer le quotidien des Maliens. Donc là aussi, ça fait qu'il y a une difficulté dans les communications. Et également, la recherche, ça a besoin de financement. Donc, les chercheurs, du fait que des fois, ils ont du mal à convaincre les bailleurs, à les amener autour d'une table, ça fait que, du coup, ils ont du mal à communiquer avec ces bailleurs également, ce qui fait qu'ils n'ont pas accès à certains crédits, à certaines lignes pour financer leurs activités de recherche. Donc là, c'est vraiment quelques grandes lignes, quelques axes, je pense que j'ai identifié comme source de problème qui sont de nature à rendre difficile la communication entre chercheurs, entre eux d'abord, entre l'administration de tutelle et entre les potentiels bailleurs, bailleurs de la recherche. Voilà, merci beaucoup pour cet aspect-là. Donc peut-être que quand on arrive aux solutions aussi, on a d'autres pistes, des propositions par rapport aux pistes de solutions. Merci beaucoup, professeur Amadou Koné. On va donner la parole au professeur Amadou Babana pour faire une analyse de la situation, je dirais communicationnelle entre chercheurs, administration, je dirais même la presse. Amadou, professeur Amadou. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Monsieur Boli. Je ne veux pas être très long, je vais juste dire en grande ligne parce que souvent il faut craindre de dire les choses pour ne pas déranger les gens. Surtout que moi, je ne parle pas très politique. C'est pas souvent facile. Mais ce que je veux dire, en réalité, il y a un très gros problème. C'est qu'il y a déjà un manque de plateforme qui permet aux chercheurs de communiquer. Quand je dis plateforme, depuis que je suis là, c'est rare de voir, on organise ici des congrès. C'est rare. Mais quand il y a organisation de congrès, tu vas trouver que c'est un secteur. Par exemple, l'UIR organise, les chefs de leur organiser un congrès. Et généralement, ceux de l'université ne sont jamais invités là. C'est très rare. Sauf si tu as une relation déjà avec l'UIR, tu collabores avec l'UIR.
là, tu as accès à ça, tu sais qu'il y a ça, tu vas participer. Mais sans ça, généralement, on ne diffuse pas. Tu entends seulement, tu vas à la télé qu'il y a eu ça, il y a eu ça qui est organisé. Donc, ces plateformes ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est sectoriel. Chaque secteur organise. Et quand l'université organise aussi, généralement, l'IR n'est pas au courant, le RCB n'est pas au courant, alors qu'il y a des gens là qui peuvent venir communiquer et on sait de quoi, sur quoi ils travaillent et ils vont savoir sur quoi les autres travaillent et ça peut créer des trucs de collaboration, de communication et puis tu peux savoir aussi qu'il y a un tel qui travaille sur ça. Parce que j'ai vu une fois, j'étais dans un congrès et il y avait un chercheur qui voulait communiquer, qui voulait travailler avec des chercheurs maliens dans le domaine. Mais malheureusement, je ne sais pas qui travaille. Il va demander est-ce qu'il a un financement et il veut travailler dans ce truc, mais je ne sais pas qui fait ça. Alors qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui fait ça. Je ne savais pas. Je sais qu'il travaille dans ce domaine, mais pas principalement sur l'aspect que lui cherche. Donc ça crée des problèmes. C'est un manque de communication, c'est tout. S'il y avait des congrès qui sont organisés, s'il y avait des conférences qui sont organisées et qui présentent des choses, et ça peut aller. Et ça, je félicite, je remercie le MSAS, parce qu'avec le MSAS, on a pu savoir beaucoup de gens, en tout cas, les congrès qu'organise le MSAS a permis de savoir qu'un tel travail dans tel domaine en suivant les présentations. Donc, comme je dis, le manque de plateforme, ça veut dire qu'il faut soit une plateforme peut-être informatique où on peut voir les chercheurs, ce qu'ils font, tout ça. Il n'y en a pas. Il y a aussi des plateformes comme les congrès, les conférences, les trucs qui sont organisés et on peut participer, voir ce que les gens font, les connaître et communiquer, créer des collaborations. Ça manque. Je pense que ça, c'est un problème auquel il faut trouver une solution. Et en plus, la communication, c'est pas... on fait la recherche, la communication, c'est différent de la recherche. Et je sais, le professeur Mohamed Lamine peut expliquer, peut me dire. Et au Canada, les universités ont il y a carrément un truc de communication pour les départements, pour les trucs. Si tu vas les voir, ils te conseillent sur ça. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. Et quand tu n'es pas communicateur, ce n'est pas facile. On peut faire des conférences, des congrès, mais c'est différent de la communication pour montrer ce que tu fais, pour attirer les bailleurs. Pour ça, c'est une communication aussi. C'est une communication qui manque à nous. On peut présenter les recherches, mais il faut une communication. Et puis, il y a une communication aussi envers les paysans. Si on travaille, on a des résultats, il faut pouvoir les présenter aux utilisateurs. Par exemple, l'UIR est très bon dans ça. Et je pense qu'ils doivent avoir une cellule de communication. Ils présentent très bien les résultats. Ils savent comment présenter ça. Ça, c'est quand même... Ils sont bien formés dans ça. Et s'il y avait une très bonne collaboration, bon, je sais qu'il y a des collaborations. Moi, je collabore beaucoup avec l'UIR, je collabore beaucoup avec l'RCB, je collabore beaucoup avec l'IPR. Mais ça, c'est personnel. C'est que je veux qu'il y ait des collaborations entre les institutions, entre les trucs, pour permettre à tout le monde de bénéficier, pas seulement quelques personnes. Donc, s'il y a ces genres de communication, on peut avoir des équipes, des bonnes équipes qui peuvent présenter des projets vraiment, avoir de bons financements et faire quelque chose de bon. Mais si chacun travaille dans son camp, il y a des problèmes. Parce que tu vas trouver qu'un travail que moi je fais, peut-être quelqu'un à côté de moi fait la même chose, quelqu'un à l'UR fait la même chose, on fait tous la même chose. Alors que si on sait qu'un tel fait ça, ce n'est plus la peine de continuer. Mais c'est à la fin qu'on sait que lui travaille sur ça à côté. Or, on peut mutualiser et travailler. Donc ça, c'est un problème de manque de communication aussi qui fait ça. Donc, enfin, je vais parler de la communication comme j'ai parlé entre les chercheurs, mais il faut aussi vraiment que les chercheurs, le gouvernement, les structures universitaires coordonnent. Parce que chacun fait sa communication à part, mais il faut qu'on coordonne pour avoir une bonne communication, pour faire passer nos trucs à l'extérieur aussi, à l'étranger, pour faire valoir ce que nous on fait à l'étranger. Parce que ce n'est pas seulement au Mali, mais les chercheurs du Mali veulent aussi se faire prévaloir à l'extérieur, donc veulent se faire écouter. On veut que les gens à l'extérieur sachent ce qu'on fait. Et ça, ce n'est pas facile si notre gouvernement même ne nous considère pas.
parce que si je peux dire ne nous considère pas, parce que je ne peux pas parler politique, ne nous considère pas, c'est quoi? Il y a un problème à résoudre. Au lieu de consulter les chercheurs maliens, on va avoir quelqu'un à l'extérieur pour l'appeler pour faire ça. Et pourtant, à côté, il y a des gens capables de faire ce travail. Et même mieux que ce qu'on va mener, avec des prix énormes. Souvent, ce n'est pas par mépris du moins aux chercheurs maliens, mais c'est souvent parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas qu'il y a des gens qui peuvent faire ce travail. Et ça, c'est parce qu'il y a un manque de communication entre les institutions de recherche et les structures du gouvernement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que les institutions de recherche, les structures universitaires et les structures gouvernementales qui fassent un truc pour pouvoir travailler en harmonie. En harmonie, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble. En tout cas, moi, c'est les quelques trucs que j'ai à dire. D'accord, professeur. Avant de vous poser une question, je voudrais demander au professeur Mamadou Lamine Doumbia, est-ce qu'il y a une analyse qu'il a partagée avec nous sur lui qui réside au Canada? Allô? Qui fait quelques tours. Oui, professeur Akori, on vous donne la mais moi, je pense que c'est entre juste les panélistes, là. Nous sommes là, il faut nous écouter aussi. Oui, tout à l'heure, nous allons vous donner la parole. Je vais prendre rapidement l'analyse du professeur Mamadou Doumbia et je vous donne la parole. Professeur Mamadou Doumbia? Oui, donc, oui, en fait, oui, je suis d'accord avec les points soulignés par professeur Koné et professeur Babana. Et moi, je vais plutôt rebondir juste sur quelques éléments. Qui est en fait ce manque de confiance, à mon avis, entre chercheurs, à mon avis, peut être dû à différents facteurs. Un des facteurs, effectivement, ça peut être l'insuffisance de financement. C'est-à-dire que le financement est tellement maigre que très souvent, les gens pensent que chaque fois qu'il y a quelqu'un de plus, vraiment, je vais perdre ce que j'ai. Donc, à mon avis, ça, c'est dû vraiment peut-être à un manque de financement qui est quand même visible. À mon avis, la meilleure façon pour contourner cette difficulté-là, c'est en fait faire en sorte que, bien sûr, qu'il y ait plus de financement, mais aussi même de financement individuel. Parce qu'en réalité, dans le domaine de la recherche, il y a plusieurs quand même façons de faire. Le fait de fonctionner dans des laboratoires, dans des grands groupes en général, ça permet aux gens de mettre ensemble leurs forces, de faire des expertises complémentaires et même souvent travailler sur des projets multidisciplinaires. Quand on travaille sur des projets multidisciplinaires, l'avantage est que chacun est dans son secteur, mais nos expertises se complètent pour pouvoir vraiment faire quelque chose de façon globale qui est assez intéressante. Aujourd'hui, ça c'est très, très valorisé et puis on le voit de plus en plus dans différents secteurs où on voit des projets très techniques, par exemple dans le domaine de l'ingénierie, mélangés avec des projets dans le domaine des sciences humaines, parce qu'on développe un produit, on sait que le client veut non seulement la partie technique, mais il y a aussi des aspects même sociaux, des aspects humains qui doivent être gérés par des spécialistes en sciences humaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, par rapport à cette insuffisance de financement-là dans le contexte malien, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de la recherche, le financement, oui, public est important, mais on peut aussi aller chercher des financements auprès du privé. Mais ce qui est sûr, le privé ne va pas mettre son argent s'il n'est pas sûr qu'il va avoir un retour sur investissement. Là encore, je pense que l'État peut être un facilitateur, c'est-à-dire de faire en sorte que quand le privé, comment faire pour que le privé puisse appuyer la recherche, pour au moins aussi aider l'État dans le financement de la recherche. Ça peut être juste vraiment des facilitations, ça peut être des réductions d'impôts, il y a plusieurs mécanismes aujourd'hui qu'on voit quand même à travers le monde qui permettent à des privés de s'impliquer dans la recherche pour pouvoir bénéficier des résultats de la recherche. Le point que Pavana a souligné, ça c'est vraiment en fait des bureaux de valorisation de la recherche. Oui, ça c'est quand même important parce qu'en réalité, la finalité de tout ça, c'est que le résultat de la recherche puisse être utile à la société, à la communauté. Très souvent, ce n'est pas le chercheur qui peut faire ça. Le chercheur est vraiment dans sa recherche, il est compétent techniquement, mais aller très souvent vers la valorisation de sa recherche, souvent, ça c'est un pas que beaucoup de chercheurs ne peuvent pas faire. Donc, effectivement, des bureaux de valorisation de la recherche peuvent être très utiles de ce côté-là. Maintenant, en dehors de ça, il y a un aspect aussi que le professeur Babana a souligné, c'est le manque d'appui même des institutions.
Effectivement, bon, à mon avis, ces manques-là, c'est juste une mauvaise compréhension, à mon avis, du rôle des chercheurs dans les institutions. Parce qu'en réalité, de la même façon aujourd'hui que j'ai dit, et on peut avoir des grands musiciens maliens qui sont nos porte-flambeaux à l'international. Beaucoup de gens ont connu le Mali à travers certains artistes maliens. De la même façon, à mon avis, des institutions peuvent être reconnues à l'international grâce à leurs chercheurs. Si le professeur Babana aujourd'hui présente un excellent article à l'international, les gens vont se demander d'où vient ce chercheur-là. À travers lui, on saura vraiment qu'il est de l'USCTB, ainsi de suite. Donc, à mon avis, il y a plusieurs dimensions quand même qu'il faut analyser pour trouver un peu une solution à un certain nombre de points qu'il vient de soulever là. Donc, je m'arrête là pour l'instant et puis je reviendrai au besoin. Merci beaucoup, professeur Mohamed Doumbia. Je vais donner la parole au professeur Akori qui voudrait apporter une analyse en nous donnant ensuite les obstacles liés à la communication entre chercheurs au Mali. Alors, professeur Akori. Oui, allô? Oui, bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Voilà, donc vous avez la parole. Ok, merci. Donc, je remercie ceux qui sont intervenus pour la qualité de leur intervention. Mais je voulais dire d'abord, la recherche, c'est autre chose qu'une quête permanente de connaissances. Et ces connaissances, c'est dans l'optique d'améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est pour cette raison que pour nous autres pays maliens, pays africains d'ailleurs, j'allais dire en général, nous optons surtout pour la recherche de type opérationnel, la recherche sur les systèmes de santé par exemple, sur le comportement, pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc, c'est ce qui va définir ce chercheur-là, c'est celui qui va être en quête d'un savoir. Mais ce savoir-là doit reposer effectivement sur des méthodes. Ça doit être d'abord bien conduit et reposer sur des méthodes reproductibles, donc scientifiquement avérées. Ça, c'est un élément important. Maintenant, pour venir à la communication entre les chercheurs, je pense qu'il faut situer les problèmes en deux groupes. Il y a les problèmes intrinsèques qui sont liés aux chercheurs lui-même, les problèmes extrinsèques. Intrinsèques, ça peut être lié au manque d'équipe de recherche et au manque de relation entre les chercheurs même de la même discipline. Bon, quelqu'un a évoqué cette concurrence. Et la concurrence, elle est logique, normale, mais elle doit être, j'allais dire, saine. Et on apprend toujours de quelqu'un d'autre, d'un plus petit que soi, et ça, c'est important. Si j'ai l'habitude de faire une comparaison entre les équipes de recherche, que ce soit enseignants, chercheurs ou chercheurs, entre nos différents pays ouest africains, je vois que le plus souvent, si je prends le Sénégal, je prends le Burkina, les gens évoluent plus rapidement. Je me suis demandé pourquoi. J'avais une étudiante qui a fait l'école de médecine ici, burkinabé. Tenez-vous bien, elle est devenue professeure pendant que moi j'étais encore maître assistant. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est effectivement, il y a une collaboration entre les équipes. Si quelqu'un produit un résultat de recherche, s'il le publie, eh bien, il publie en équipe. Et donc, l'autre aussi, effectivement, s'il publie, donc, ils ont beaucoup plus de facilité d'avoir une production scientifique assez étoffée qui les permet de progresser. Mais chez nous, vous allez voir quelqu'un qui publie son article, peut-être il est seul ou bien ils sont deux, ça, ce n'est pas de nature à favoriser. Donc, ça, c'est des problèmes intrinsèques. Mais il y a des problèmes structurels aussi qui sont liés vraiment à la... Babana, je crois, l'a dit, au fait qu'on n'apporte pas, je pense, une valeur assez importante à la recherche de notre pays. Parce que pour apporter, ce n'est qu'il y a 2 ou 3 ans qu'on a instauré un fonds de recherche qui est 0,0%, c'est presque, j'allais dire, insignifiant. Et donc, ça ne permet pas aux chercheurs d'aller au bout de leur recherche. Ça, c'est un problème extrêmement important. Les problèmes fonctionnels, je crois qu'on en a parlé, parce que si on n'arrive pas à se regrouper entre chercheurs d'abord de même discipline et interdisciplinaires, je pense qu'à un moment donné, nous avons dit, lorsqu'il y avait les financements de FCRIT, le Fonds compétitif pour la recherche au Mali, on a dit qu'il était préférable
de favoriser les projets de recherche pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'un projet de recherche qui est porté par 2 ou 3 structures de recherche, ça oblige effectivement les chercheurs de travailler ensemble et ça permet effectivement de se connaître et de mieux se former. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'avancer tout seul dans sa discipline. On a besoin des autres disciplines pour même mieux éclairer et mieux comprendre la propre discipline que nous exerçons. Donc ça, c'est un élément important. Il y a le manque d'appui des autorités. Ça, c'est extrêmement important. Pour publier, pour partager les connaissances, il n'y a que 2 façons. Soit par l'écrit, par la production scientifique. Ça, c'est effectivement, ça permet aux pairs de savoir ce qui est fait dans tel domaine pour qu'ils ne reproduisent pas la même recherche qui s'est avérée, en tout cas concluante quelque part. Mais il y a aussi ce qui manque beaucoup en Afrique, ce que nous faisons de la recherche pour notre propre promotion, pour avancer dans le domaine scientifique, mais nous oublions que la recherche, son but fondamental, c'est améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc, la diffusion des résultats de recherche, les rendre accessibles et leur application. Et ça, l'État doit pouvoir intervenir. Les productions scientifiques, vous avez combien de revues scientifiques au Mali? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Et pour que les gens avancent, même s'ils ont leur production scientifique, s'ils n'arrivent pas à publier, ils ne vont pas faire leur résultat de recherche va rester, j'allais dire, miettes. Et je suis persuadé qu'il y a tellement de productions scientifiques qui sont faites, malheureusement, qui ne sont pas publiées. Ça, c'est un élément extrêmement important. Je prends un exemple. En 2002, il y a eu un forum au Mali, un forum international sur la recherche, qui a été financé par l'Université d'Oslo. Je me rappelle, il y a eu tout, en tout cas, c'était vraiment l'un des premiers forums où nous avons eu toutes les équipes de recherche du ministère de la Santé, de tous les autres départements qui sont venus présenter leurs fruits de recherche. Il y a un obstacle qu'on oublie très souvent, le problème entre les comités d'éthique et les comités scientifiques. À cette conférence, je me rappelle bien, on a dit aujourd'hui, dans les autres pays, on a fusionné les comités scientifiques et les comités d'éthique. Or, au Mali, nous avons les comités d'éthique à part, les comités scientifiques à part, ce qui donne un surcoût aux chercheurs parce qu'il doit payer pour que son projet passe devant le comité d'éthique de certaines universités ou le comité national d'éthique, et il doit payer aussi pour que son projet passe devant le comité scientifique. Donc, ça, c'est une douleur de plus. Et il y a la rentrée universitaire qui peut être une opportunité. Je me rappelle, la rentrée universitaire est organisée tous les ans, mais on doit changer le modèle. Et là, les plus hautes autorités sont là. Les enseignants-chercheurs sont là. Et donc, il y a un thème qui est présenté. On doit faire en sorte que ça varie pour qu'on voit les priorités nationales de recherche et pour que ce thème soit là. Ça, c'est un moyen de faire le plaidoyer. Je me rappelle bien, une de nos enseignantes-chercheurs, c'est à la faveur de ça qu'elle a eu une promotion jusqu'au niveau ministériel. Donc, la diffusion de nos travaux de recherche passe par cette collaboration entre nos chercheurs. Babana l'a bien dit, il y a comment on appelle, les sociétés savantes qui existent, mais souvent, elles ne communiquent pas entre elles. Elles font comment on appelle, leur forum, pensant que c'est uniquement les domaines qui doivent venir. Or, moi, je suis impressionné, par exemple, par les innovateurs. Ça aussi, c'est des chercheurs. Les gens qui font de l'innovation, qui cherchent effectivement des moyens pour améliorer, bloquer, par exemple, le gaz avec les ménagères qui peut provoquer des incendies. Il y a un chercheur, moi je l'ai découvert lors des assises nationales. Effectivement, il a la capacité, lorsque vous allumez le gaz avec une minuterie, le temps que vous, en fonction de ce que vous faites cuire, si ça peut prendre 1 heure ou 30 minutes, ça se coupe automatiquement et le risque effectivement d'un incendie lié au gaz, avec ces bornes souvent qui ne sont pas assez vigilants, et là ça peut éviter ces incendies. Donc, la solution la plus importante, effectivement, c'est que les équipes de recherche puissent travailler en cohérence et amener nos gouvernants à s'intéresser à la recherche. Il faut une part importante
pour le financement de la recherche. La recherche, je me rappelle, à un moment, il y a un partenaire technique, je ne vais pas dire une institution internationale, quand on avait dit d'évaluer la stratégie comment on appelle, de mortalité maternelle, on avait dit que c'était gratuit, on avait dit d'évaluer cette stratégie pour voir est-ce que c'est important de poursuivre dans ce domaine. Il avait dit qu'on n'avait pas besoin de recherche. Et c'est quelqu'un qui appartient à une organisation internationale. Donc, voyez ici les organisations, parce que l'État, lui seul, ne peut pas financer la recherche. Il n'a pas, surtout nos pays, n'ont pas beaucoup de ressources. Donc, il faut que les organisations internationales aussi s'intéressent à la recherche et faire la promotion des chercheurs. Babana a dit que les chercheurs maliens, souvent, ils ne sont pas assez connus parce que, effectivement, on doit, par exemple, à l'ORTM, de temps en temps, diffuser les résultats de recherche pour les rendre effectivement accessibles, consommables par le citoyen malien. Merci beaucoup, professeur Apori. Vous avez tout de suite parlé du professeur Babana. Nous allons lui redonner peut-être la parole pour lui poser une question. Professeur Babana, vous avez réussi à créer un véritable cadre de collaboration entre les chercheurs de votre laboratoire et celui de l'Institut d'économie rurale. On a entendu des échos. Comment êtes-vous arrivé à ce résultat? Bon, en réalité, c'est pas compliqué. Hein. Nous sommes tous des frères, on a fait les mêmes études. Il s'agit simplement de se comprendre. C'est-à-dire que le problème, comme le professeur Koné l'a dit, il y a souvent, chacun essaie de... Il y a un manque de confiance en réalité. Soit parce qu'on se dit, ah, lui là, il risque de me piquer les trucs, soit on dit, ah, je n'ai pas confiance, je ne sais pas ce qu'il fait, pourquoi qu'il vienne nous raconter des bêtises, des trucs. Il faut mettre les gens en confiance, c'est tout. Donc, il faut mettre les gens en confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut souvent... Bon, en réalité, il y a d'abord moi je suis enseignant, donc j'ai formé assez de gens de l'UIR. Lors de la formation de ces étudiants, j'ai collaboré avec des chercheurs de l'UIR pour les former en co-tutelle. Donc déjà, ça crée une conférence entre ces chercheurs et moi parce qu'on a travaillé ensemble pendant un certain temps pour encadrer l'étudiant. Donc on s'est vu et on travaille ensemble. On a vu qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut travailler. Et il y a des appels, moi je peux écrire parce que pour dire, bon, moi je suis à l'université, je fais travailler la recherche fondamentale. Donc je ne peux pas l'amener au champ, même si je peux, ce serait mauvais. Donc je me dis qu'il me faut quelqu'un qui est expérimenté dans ce truc, qui a travaillé dans ce domaine pour travailler. Donc je prends contact avec les chercheurs, je dis, bon, écoute, je vais écrire un projet et je vais travailler sur tel aspect et je veux vraiment qu'on travaille ensemble, comme vous êtes spécialiste de ça. Et on travaille ensemble. Si ça marche, ça peut donner, au moment de travail, je peux avoir d'autres chercheurs avec lesquels on va travailler sur le projet. Il y a des collaborations, ainsi de suite. C'est tout. Il faut créer la confiance. Il faut mettre les gens à l'aise. Il faut mettre les gens à l'aise et il faut te mettre à l'aise. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Chacun a fait ses études, donc chacun connaît ce qu'il connaît. Maintenant, il faut accepter d'apprendre des autres et que les autres aussi acceptent d'apprendre de toi. Et pour ça, il faut mettre les gens à l'aise. Il ne faut pas faire des commentaires qui vont dans le sens où la personne va penser que tu veux lui montrer qu'il ne connaît pas ou bien... mais le vrai problème, c'est au niveau de l'argent. Je vais être très clair. Le vrai problème, c'est au niveau de l'argent. Quand on fait la collaboration, il y a un projet qui est financé. Si ce n'est pas bien géré, si la gestion de l'argent n'est pas transparente, ça crée des problèmes. Et la majeure partie des collaborations se casse à cause de ça. Mais si la gestion de l'argent est transparente, il n'y a pas de problème. Donc, généralement, c'est vraiment, pour dire, c'est vraiment le point chaud de la collaboration, quoi. C'est vraiment le point chaud. Voilà, merci. Ok, professeur. On va peut-être demander au professeur Amadou Koné, lui qui a beaucoup travaillé sur le séquençage des virus au Mali. Et très souvent, on se dit que vous êtes aussi appelé, professeur Amadou Koné, à partager vos résultats avec d'autres laboratoires nationaux, on dira même des laboratoires aussi internationaux. Mais le constat que nous avons fait, nous en tant que journalistes scientifiques, est que lorsqu'un chercheur soumet un travail à un jugement scientifique,
et qu'il a comme affiliation une université de Bamako, il est victime des préjugés. Qu'est-ce qui peut entraîner, selon vous, cette subjectivité? Professeur, on m'entend là? Allô? Allô, oui, oui, on m'entend là? Oui, on vous entend. Ok. Bon, alors, en fait, il faut être crédible d'abord. Allô? Allô, oui? Voilà, je pense que les résultats que nous publions, déjà, les journaux au niveau desquels nous envoyons nos résultats, ils vont regarder est-ce que, par exemple, l'équipe même a la capacité même de faire ce travail-là. C'est pourquoi il n'est pas rare que nous menons des recherches, des projets de recherche, même si on n'est pas financé, pour avoir les premiers résultats, ce qu'on dit les résultats préliminaires là, pour montrer à la communauté scientifique internationale que nous avons la capacité, la technologie, la technique, l'infrastructure pour mener une telle activité. Et une fois qu'on arrive à publier et à convaincre les bailleurs ou les reviewers d'un article ou d'un programme de financement par rapport à ça, pour le reste, du coup, en fait, on nous fait confiance. Et donc, même si nous disons qu'on a séquencé et qu'on a vu ces variants-là, par exemple, pour le cas de Covid, le virus, comme on a vu beaucoup de variants à partir des activités que nous avons menées ici avec des Maliens, et on a mené de bout en bout, même si les premières échantillons ont été envoyés avec la collaboration allemande avec le Centre Mérieux, mais l'équipe du professeur Jimde, notre équipe, nous avons séquencé vraiment le virus sur place avec des Maliens. Ça veut dire qu'entre votre équipe et l'équipe du professeur Jimde, il y a une parfaite collaboration, communication. Oui, il y avait déjà, on se retrouve même dans un même programme. On est tous les deux, que ce soit l'équipe du professeur Jimde ou notre équipe là, on est dans quelque chose qu'on appelle le ICER, International Center of Excellence in Research. Ça, c'est un programme de recherche créé par les instituts nationaux de santé aux États-Unis. Donc, qui ont financé d'abord le centre de recherche et de formation sur le paludisme, MRTC, Malaria Research and Training Center, depuis une trentaine d'années. Au bout de 10 ans, ça a évolué en ICER Mali, maintenant qui inclut les 3 programmes de parasitologie, d'entomologie et d'immunologie et VIH et tuberculose. Donc, qui a évolué également aujourd'hui en UCRC, Centre universitaire de recherche clinique. Donc là, il y a un cadre de collaboration entre nous. D'ailleurs, les premiers échantillons de Jimde qu'il a séquencé, ça vient de chez nous, parce que nous avons fait une première partie, et lui, il a fait la suite. Et nous-mêmes, notre échantillon vient de l'INSP, sous le leadership à l'époque du professeur Akori. Donc, vous voyez, donc, il y a vraiment une synergie entre nous. Et quand les chercheurs, le professeur Baban l'a dit, hein, entre les chercheurs, même des fois, quand ils se connaissent, il n'y a pas de problème. Et du coup, facilement, ils peuvent mener des activités complémentaires. Quelqu'un a fait un morceau du chemin, et l'autre va continuer. Et ensuite, et maintenant, au moment de la valorisation, on se concentre pour définir ensemble la forme, la forme de la valorisation que nous voulons donner et le cadre également. Je voulais aussi peut-être rebondir sur les pistes de solutions, peut-être que sans rentrer tout dans les détails. Quelqu'un a parlé de facilitation de l'État, hein, c'est vrai, et pour créer un cadre institutionnel, un cadre juridique, un cadre de sécurité, pour non seulement attirer les investisseurs, mais aussi pour que les chercheurs puissent collaborer en toute sérénité. Également, on a aussi des plateformes, des réseaux que les chercheurs utilisent également pour être connectés. Il s'agit de LinkedIn, par exemple, de ResearchGate, de Instagram, il y a des groupes Facebook, je ne parle même pas de WhatsApp. Donc, tout ça, ce sont des créneaux que les chercheurs utilisent pour rester connectés, pour échanger. Également, nous avons aussi si on regarde les groupes WhatsApp, par exemple, donc souvent, les enseignants-chercheurs d'un même département ou d'une même université ou d'une même école sont connectés, ils peuvent échanger entre eux. JSTM est un bon cadre. MSAS a créé un cadre également où les chercheurs de différents voies se retrouvent et bien sûr, ça crée une confiance et ils peuvent également collaborer et discuter déjà pour trouver une idée qui peut les unir pour travailler ensemble. Également, on a les symposiums de MSAS chaque 2 ans. Le professeur Baban l'a évoqué à juste titre, c'est vraiment un bon cadre. Et ça a catalysé beaucoup de collaborations, beaucoup d'encadrement des thèses, de co-encadrement, beaucoup de publications, beaucoup d'applications à des grants.
Même aujourd'hui, il y a une formation en vaccinologie qui va commencer aujourd'hui. Et ça, c'est les fruits des activités du MSAS. Et ça, donc, c'est vraiment à son actif et c'est de nature à favoriser cette collaboration, cette communication entre les chercheurs. Également, on a des sociétés savantes. Bon, MSAS est là, bien sûr, mais on a souvent des sociétés savantes nationales, Société nationale de microbiologie, Société malienne de pathologie exotique, Société malienne de gastroentérologie, ou de sociétés au niveau sous-africain, sous-régional, au niveau africain, au niveau international. Donc ça aussi, ça rapproche les chercheurs qui peuvent collaborer ensemble. Et des fois aussi, il y a aussi des initiatives de co-application à des grants. Donc, je pense que le professeur Akori l'a dit, hein, quand on cherche la multidisciplinarité, il y a une opportunité de financement qui demande, par exemple, un biologiste, un épidémiologiste, un statisticien, un anthropologue, un juriste. Donc, du coup, ça favorise, ça catalyse le fait que les chercheurs vont démarcher les uns et les autres, même s'ils ne sont pas dans les mêmes spécialités, pour former une équipe hétérogène qui peut proposer un projet consistant pour prétendre à des financements et aussi des fois pour publier des articles ou des livres ou des chapitres de livres. Également, d'autres stratégies, c'est vraiment les stages d'immersion, par exemple. Donc, un chercheur à Bamako ici peut aller faire un stage dans un laboratoire à Katebougou, à Ségou, pour essayer de comprendre ce qu'ils font, etc. On a aussi des visites scientifiques. Ce n'est pas rare qu'on visite un laboratoire quelque part au niveau national ou au niveau voilà, donc je me rappelle. Oui, non, parlant des visites, je crois que les visites, ça prend en compte également la jeune génération. J'aimerais comme ça vous poser une question. Vous qui faites partie de cette jeune génération de chercheurs maliens, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, mettre en place pour faciliter un transfert de connaissances de la vieille génération à la nouvelle génération? Parce que ça entre aussi dans le cadre de la communication entre vieille génération et nouvelle génération. Ok. Alors, ça, c'est une excellente question. Cela tombe bien parce que je retourne juste d'Abidjan, enfin, de Yamoussoukro pour participer à un congrès du West African Consortium sur les maladies et les pathologies émergentes. Il y avait pratiquement 12 pays. Et cette question est venue et j'ai posé exactement une remarque en disant que la génération ancienne et la jeune génération, il y a des fois un clivage qui fait que les jeunes qui ont été formés, bien sûr, des fois très bien formés, mais qui ont du mal à s'insérer, qui ont du mal à comprendre l'environnement scientifique dans lequel ils évoluent, tout simplement parce qu'on a manqué de mentorship. Ça, c'est quelque chose qui existe dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. C'est un senior, par exemple, un professeur Akori, qui est professeur déjà, qui est sur le plan de carrière académique, qui est arrivé au sommet. Il prend la main d'un jeune qui vient de finir, il l'accompagne et il l'encadre. Et il lui facilite les réseaux, il lui facilite les activités de recherche, il lui facilite l'écriture des grands scientifiques, il lui facilite comment appliquer aux projets sponsorisés, etc. etc. Babana, la même chose. Surtout les professeurs. Est-ce que ça se fait de façon bénévole? C'est-à-dire que c'est du bénévolat ou ça demande encore que ces personnes-là, ces mentors-là, ça demande qu'on les paye? Bon, normalement, ça ne demande pas qu'on les paye, mais ceux qui n'ont pas la culture sont réticents parce qu'ils veulent avoir un accompagnement par rapport à ça, ou prime d'encadrement. Certains vont dire prime d'encadrement, ou vraiment ils se réservent de faire cela. Mais ceux qui ont la culture, comme tous les chercheurs qui évoluent au point G avec nous ici, qui ont la culture américaine, on va dire, et ça fait partie même de leur bonification, de leur pondération au niveau des institutions de financement auxquelles nous prétendons au niveau des États-Unis. Donc, par exemple, il y a même des applications, quand on postule pour un financement, on dit même que ce professeur-là va mentorer 5 personnes dans différents domaines. Et ça fait partie des critères même d'évaluation. Donc, tout naturellement, des chercheurs ici ont cette facilité-là. Je sais qu'aussi à la faculté des sciences, cela dépend des enseignants. Je sais que le professeur Babana, ce n'est pas pour le flatter, mais on peut citer plusieurs assistants qu'il a coachés et avec qui, en tout cas, il les a aidés à évoluer académiquement. On a beaucoup de jeunes. Donc, cela dépend des enseignants. Il y en a des enseignants qui sont sentis à l'aise, bien sûr, de façon bénévole, qui ont accompagné tout à fait volontiers des jeunes. D'autres sont réservés parce qu'ils ils ont peur pour leur position, comme on a dit, hein, ils ont peur de créer la concurrence parce qu'on est dans un état où il y a beaucoup de désordre. Un jeune, des fois, le ministre va nommer quelqu'un à la place du professeur et du coup, il a peur pour ces choses-là. Bon, par une autre raison qu'on n'aura pas le temps de développer ici.
Ouais, d'accord. Vous avez parlé d'une culture américaine. On va peut-être donner la parole au professeur Mohamed Lamine Doumbia, qui est au Canada, juste à côté des États-Unis. Professeur Doumbia, très souvent, les travaux des chercheurs maliens sont vus comme des cas particuliers, tout simplement parce que ça vient du Mali. Nous, on s'est dit, c'est parce qu'il y a un problème de communication entre les scientifiques qu'on est confronté à ce problème. Parce que vous, qui êtes de la diaspora, vous communiquez la question, je la reformule. Est-ce que vous, qui êtes de la diaspora, est-ce que vous communiquez les secrets aux chercheurs qui sont ici au Mali sur je dirais, les pistes qu'il faut explorer pour pouvoir publier à l'international afin que rien ne puisse bloquer leur carrière? Oui, Mardoché, moi je pense que de ce côté-là, les choses peuvent se faire très bien là. C'est-à-dire que de ce côté-là, j'ai moins de craintes. C'est-à-dire que, oui, au début, on peut avoir des préjugés défavorables sur un papier d'un chercheur parce que ça vient d'une certaine région, ça c'est vrai. Mais moi, je crois toujours que si le papier est de qualité, il y aura toujours une façon de la publier dans une revue de qualité. Parce que quand même, ces évaluations-là se font quand même de façon objective, parce que très souvent, d'ailleurs, de plus en plus, il y a beaucoup de revues qui font des